Eh bien, bonjour Agnès Michelot, je vais vous présenter la justice climatique du global au local sous l'angle d'abord de la définition de la justice climatique, ce que la justice climatique recouvre, ce qui implique de se souvenir aussi de qu'est-ce que le changement climatique. Ensuite, les instruments de la justice climatique et ses perspectives au niveau français qui sont articulées avec une perspective internationale et bien sûr aussi européenne. Donc le changement climatique se définit selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évaluation du climat de la manière suivante. Il s'agit d'un changement dans l'état du climat qui peut être identifié, par exemple avec des tests statistiques, à travers des changements dans la moyenne et la variabilité de ses propriétés et qui persistent pour une période de temps, typiquement des décennies ou plus long. Et ce changement peut être dû à des variabilités naturelles ou causées par des activités humaines. Ça, c'est une définition donnée par le groupe d'experts intergouvernemental et donc évidemment pas une définition juridique. Et puis, on a la définition, l'approche qui nous est donnée par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, selon laquelle on entend par changement climatique des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observé au cours de périodes comparables. Donc traditionnellement, on fait des distinctions en fonction du type d'activité qui génère le changement climatique, donc la déforestation, l'agriculture intensive, la pollution due à l'industrialisation, au transport. Alors, il y a aussi des distinctions en termes de terminologie sur changement climatique au singulier, changement climatique au pluriel et réchauffement planétaire. Donc, de ce point de vue-là, je laisse bien sûr les climatologues s'entendre sur les termes, mais il apparaît que souvent on entend changement climatique au singulier dans le sens qu'on vient d'évoquer sur le GIEC, et les changements climatiques pour désigner finalement la diversité de situations, provoquée par le réchauffement planétaire. Et évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes modifications sur les terrains en montagne qu'au bord de la mer. Les risques d'érosion ne sont pas les mêmes. Les dégradations du climat vont prendre différentes formes selon les lieux géographiques, les configurations topographiques, etc., etc., le niveau d'urbanisation, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle parfois du changement climatique et des changements climatiques qui peuvent être diversifiés selon les situations. Et puis, il y a le réchauffement planétaire qui désigne souvent une modification globale du système climat. Et là, c'est encore évidemment un autre positionnement par rapport à cette question. Mais les juristes, évidemment, ne sont pas là pour faire des distinctions de type scientifique. Nous nous appuyons sur la Convention cadre et par la suite, nous allons nous appuyer sur l'accord sur le climat de Paris de 2015. Alors, qu'est-ce que la justice climatique ? C'est le premier point. Eh bien, la justice climatique, à l'origine, elle vient des revendications de la société civile dans plusieurs régions du monde. Et il faut donc bien distinguer, c'est fondamental, la justice climatique, qu'on devrait d'ailleurs
plutôt appelée climate justice, du contentieux climatique, c'est-à-dire du fait que des recours soient exercés devant des tribunaux dans différents pays du monde. Alors évidemment, rechercher la justice climatique peut conduire à faire du contentieux climatique. Et puis, nous verrons plus précisément les textes tels qu'ils existent, les textes juridiques et les définitions qu'ils nous donnent potentiellement ou pas de la justice climatique. Et enfin, nous verrons dans cette première partie les principes de justice climatique. Alors, les définitions dont nous disposons, elles ne sont pas très nombreuses et finalement, sous l'angle, là encore, je précise, du droit, on a l'accord de Paris qui ouvre une porte à cette notion de justice climatique, ce qui nous permet, à nous, juristes, de l'évoquer en s'appuyant sur cet accord de Paris et en particulier sur son préambule. Par contre, on verra que tous ces mouvements de justice climatique qui se sont exercés dans la société civile à un niveau international vont aussi conduire à avoir des répercussions dans la société civile dite organisée, et en particulier en France, avec un avis du Conseil économique, social et environnemental du 27 septembre 2016, qui va s'appuyer et en partie retracer les mobilisations de la société civile sur ce concept et les revendications de justice climatique. Et on va voir qu'il va y avoir un avis du Comité économique et social européen qui va suivre l'avis français un an après, pratiquement jour pour jour, et qui va nous donner une autre approche à l'échelle européenne de cette notion de justice climatique, qui va aussi ensuite intégrer des plans d'action à l'échelle, une fois de plus, nationale. Donc, le préambule de l'accord de Paris nous donne cette ouverture à nous juristes pour évoquer, on va dire de manière un peu plus stabilisée, la notion de justice climatique. Donc voilà ce qu'il est inscrit dans le préambule de l'accord de Paris de 2015, notant qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la terre nourricière, et notant l'importance pour certaines de la notion de justice climatique dans l'action menée face au changement climatique. Donc, l'accord de Paris intervient après tout un parcours de négociations extrêmement difficile qui a suivi l'adoption du protocole de Kyoto, considérant que le protocole de Kyoto, destiné à favoriser la mise en œuvre de la Convention 4 sur les changements climatiques de 1992, eh bien, ne réunissait pas l'ensemble des États et qu'il s'agissait d'aller vers un accord universel, ambitieux, qui pourrait effectivement s'appuyer sur un principe de responsabilité commune mais différenciée, mais qui concernait tous les États, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, comme petits pays insulaires, comme pays en transition économique, comme pays en développement. Et donc, c'était cette vocation universelle qui a conduit à certaines négociations et probablement au fait qu'on ait cette référence à la justice climatique dans le préambule. Alors, qui dit préambule dit philosophie d'un texte et
orientation potentielle de son interprétation, mais pas engagement ferme et définitif qu'on peut avoir dans des dispositions qui se situent dans le corps du texte d'un accord international. Alors, la notion de justice climatique, on la voit telle qu'elle, on parle de notion de justice climatique, il ne s'agit pas d'un engagement de justice climatique. Ce qui est important, c'est que on ne constate pas une obligation à destination des États. La première chose, c'est que c'est une notion, pas un engagement, qui est évoqué dans un préambule. Et ensuite, et ça c'est sûrement le point le plus important, cette notion est reconnue par certaines cultures comme la terre nourricière et pas par les États. Donc on a la référence effectivement faite à la notion, mais pas une reconnaissance par les États signataires partis à l'accord de Paris. Donc c'est une approche extrêmement mesurée de la justice climatique et certainement pas dans une vision contraignante pour les États partis à l'accord de Paris. Donc ça, c'est finalement une ouverture qui est donnée par la communauté internationale à envisager la justice climatique, mais sans en tirer une obligation quelconque pour les États et sans non plus en donner une définition précise. Et c'est évidemment un point très important. Une indication qui nous est quand même donnée dans ce préambule, c'est que cette référence à la justice climatique apparaît en lien avec l'intégrité de tous les écosystèmes. Et donc, on peut considérer qu'il y a un lien à faire important avec un objectif de respect de l'intégrité des écosystèmes. Quoi qu'il en soit, c'est une première, cette ouverture sur cette notion à l'échelle internationale, alors même qu'il y a eu pourtant beaucoup, et depuis notamment les années 2000, de manifestations de la société civile pour réclamer une justice climatique, mais dans un autre sens que celle qui est présentée finalement très, j'allais dire très édulcorée dans le préambule de l'accord. Alors, un préambule, c'est une ouverture, et ensuite nous avons finalement un autre texte qui nous est donné par le Comité économique et social européen dans un avis du 17 octobre 2017. Alors, une fois de plus, il faut rappeler que sous l'angle institutionnel, le Comité économique et social européen, déjà il ne s'appelle pas Comité économique, social et environnemental, mais qui donne un avis et que évidemment s'inscrit pas dans une démarche contraignante au niveau de l'Union européenne. Et il est important de constater que là, il est évoqué le concept de justice climatique qui définit le changement climatique mondial comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnementale. Comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnementale. Il est généralement envisagé dans un contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle et s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectées par les effets du changement climatique, et ce, alors même que ces catégories sont les moins responsables des émissions ayant conduit à la crise climatique. Donc, il y a une tentative ici de définir le concept de justice climatique comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnementale. C'est la première position qui est prise par le Comité économique et social européen qui donc
fait un avis spécifique sur la question de ce concept de justice climatique et qui prend position en disant que, attention, la justice climatique, ce n'est pas strictement un enjeu environnemental, c'est un enjeu d'ordre politique et éthique. Donc là encore, on élargit finalement cette approche, on la précise dans cet avis qui n'est bien sûr pas un accord international, on ne peut pas comparer avec l'accord de Paris, mais qui donne des indications sur la conception de ce que peut être la justice climatique à une échelle européenne. Et vous constatez également qu'il est fait référence au contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle, et c'est évidemment un point important de position par rapport à ce contexte mondial. Alors, ce n'est pas le terme mondialisation qui est utilisé ici, mais l'interdépendance spatiale et temporelle qui renvoie aux interconnexions de tous les types de relations et d'activités. Et ici, il est rappelé un constat qui est la base finalement de leur approche de la justice climatique. Les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectées par les effets du changement climatique, et ce, alors même que ces catégories sont les moins responsables des émissions ayant conduit à la crise climatique. Donc là, c'est une deuxième dimension complémentaire qui est donnée, qui est que il faut considérer la justice climatique sur la base de ce différentiel de ceux qui sont impactés et faire le lien entre le niveau d'impact et le niveau de responsabilité. Et cette différence fait qu'on doit envisager la justice. Et donc, il y a des inégalités à la fois en termes d'impact, à la fois en termes de vulnérabilité sociale, économique, environnementale, et à la fois en termes de responsabilité. Et donc là, on a les ingrédients de définition d'une justice climatique qui s'appuie sur la reconnaissance des inégalités, mais en lien avec les responsabilités sur le changement climatique. Alors cet avis du Comité économique social européen date du 17 octobre 2017. C'est un avis qui est ancré dans l'approche de l'Union européenne, qui, faut-il le rappeler, est une organisation régionale qui historiquement s'est construite par rapport à un projet économique et un projet de développement économique libéral, faut-il le rappeler. Donc, on va retrouver dans cet avis sur la justice climatique du Comité économique et social européen toutes les dimensions de la justice climatique en lien avec la transition économique et sociale, l'accompagnement de la formation des travailleurs, la capacité à déployer des instruments de transition pour considérer la justice climatique dans ses applications concrètes. Alors, sous l'angle maintenant, effectivement, du contenu de cet avis, on considère que il faut accompagner finalement les enjeux de la justice climatique et donc considérer qu'il doit y avoir une modification des processus de consommation, de l'accès aux services, des modes
de vie, finalement, qui sont associés à la production de gaz à effet de serre qui engendre le changement climatique. Et toujours la dimension éthique et politique apparaît dans l'approche qui nous est donnée de la justice climatique dans cet avis européen. Alors pourquoi le Comité économique et social européen se saisit-il de cette question de la justice climatique? Il faut rappeler, enfin, ou plus exactement préciser que pour décider de s'engager dans un avis sur un sujet ou l'autre, il faut une autosaisine ou non. C'est-à-dire que dans le cas du Comité économique social européen, là, pour l'avis justice climatique, ça a été une autosaisine, donc un choix d'autosaisine, mais ce qui est un cas très rare. Hein. La plupart du temps, c'est le Comité économique et social européen qui est saisi par les instances européennes pour émettre un avis. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est très intéressant de le souligner dans la démarche. Et cette décision a sûrement été influencée par le fait que des auditions se sont déroulées au sein du Comité social européen en amont de cette autosaisine, avec une présentation de l'avis français. Et au cours de cette audition, notamment de présentation de l'avis français sur la justice climatique, eh bien, il a été rappelé les principes de l'action européenne qui reposent sur des principes essentiels, la démocratie, l'état de droit, l'universalité, l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité, et de respect des principes de la Charte des Nations Unies du droit international. Ces principes vont dans le sens de la justice climatique et c'est sans doute pour ça cette argumentation a porté au niveau du Comité économique social européen pour faire avancer le sujet au niveau de cette institution européenne. Et ça a été aussi l'occasion de rappeler tout le parcours de l'Union européenne en tant que leader de la protection de l'environnement dans les négociations internationales. Donc, à la fois, il a été mis en avant au cours des auditions que l'Union européenne avait les bases, y compris juridiques et éthiques, pour développer son propre projet de justice climatique et en même temps rappeler qu'on est dans une trajectoire de positionnement de l'Union européenne sur les enjeux environnementaux à l'échelle internationale. Donc ces deux dimensions font que l'Union européenne non seulement avait la légitimité bien sûr pour se saisir de la question, mais avait tout un ensemble de fondements juridiques qui lui permettaient de proposer un projet cohérent de justice climatique. Il faut également souligner que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union et qu'elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement, sur le principe également pollueur-payeur. Donc, cette politique de l'Union dans le domaine de l'environnement qui vise un niveau de protection élevé en référence au traité de l'Union européenne montre que l'Union européenne a déjà une orientation qui guide l'Union européenne et les États membres vers la justice climatique. Tous ces arguments
ont porté pour que le Comité économique et social européen se saisisse, et c'est suffisamment important pour le souligner, se saisisse d'un avis qui porte sur la justice climatique dans toutes ses dimensions sociales, économiques et sous l'angle des enjeux de transition environnementale. Alors, cet avis européen s'explique évidemment dans son contenu, mais il a en partie sans doute été inspiré par la présentation de l'avis sur la justice climatique, enjeux et perspectives pour la France, qui lui a été présenté. Donc, il y a eu un avis français émis par le Conseil économique, social et environnemental, un avis qui date de septembre 2016, et cet avis a été produit sur autosaisine, mais à l'échelle du CESE, ce qu'on appelle le CESE en abrégé, le Conseil économique et social environnemental, à l'échelle du CESE, et notamment de la section environnement qui s'est saisie de cet avis, eh bien, c'est assez commun de produire des avis sur autosaisine. Donc, c'est la grande différence avec l'avis européen. Les mécanismes de fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes et bien sûr, les latitudes d'action ne sont pas les mêmes. Ensuite, au niveau du CESE français, il faut bien sûr un vote de l'Assemblée du CESE qui va porter les recommandations de cet avis auprès des instances compétentes, et c'est bien sûr ce qui a été fait. Alors, un avis qui date de septembre 2016 et qui va donner sa vision de ce qu'est la justice climatique. Et d'emblée, le positionnement de l'avis français est de dire qu'il faut lier les crises écologiques et les crises sociales et considérer que les inégalités environnementales exacerbent, provoquent des inégalités sociales. Et qu'il faut considérer que la transition écologique doit se faire en lien avec la lutte contre l'exclusion et les inégalités sociales. Et que dans cette perspective, eh bien, les politiques publiques jouent un rôle tout à fait fondamental. Donc, c'est une forme de constat qui est fait. Également, dans l'avis du 27 septembre 2016 du CESE, eh bien, il est présenté tous les mouvements de justice climatique issus de la société civile, des mouvements qui sont apparus dans les années 2000, emportés par des mouvements sociaux, politiques, religieux. Il est notamment fait mention de différents mouvements religieux qui ont porté la question de la justice climatique à l'échelle internationale. Il est rappelé, bien sûr, des coalitions d'ONG internationales sur la question de la justice climatique, en montrant qu'il y a eu aussi une vision très revendicative d'ONG internationales qui réclamaient justice au sens de dette écologique pour les pays développés considérés comme responsables de la dégradation de l'environnement mondial et notamment du changement climatique. Donc, après ce rappel des différentes positions qui ont été prises dans des courants et des mouvements internationaux, qui ne sont pas
institutionnalisée, on a une prise de position du Conseil économique et social français sur sa vision de la justice climatique pour la France. Et c'est ça qui est important de comprendre ici, c'est que on a vu que l'Union européenne avait tous les ingrédients pour présenter son projet de justice climatique, j'allais dire à l'européenne. Et là, on va avoir une institution qui est la 3e Assemblée constitutionnelle française, qui va donner son projet de justice climatique, sans nier qu'il y a d'autres approches, mais qui a dit, voilà, la France doit porter un projet qui va ressembler à ça. Et donc, on a toute une série de recommandations qui vont suivre, bien sûr, dans cet avis. Et voilà la perspective qui est donnée dans l'avis français du CESE. La justice climatique est un objectif. Voilà, c'est un objectif qui est donné ici, expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques. Un objectif, expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques. La justice climatique porte une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation de ces politiques. Et enfin, elle permet de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les plus démunis, les plus exposés et les plus vulnérables au changement climatique. Donc la justice climatique permet de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les plus démunis, les plus exposés et les plus vulnérables au changement climatique. Donc vous voyez ici que la justice climatique est portée comme un objectif pour la société française. La justice climatique est associée à l'intérêt général, donc un intérêt supérieur qui doit guider toutes les politiques publiques de manière transversale, et que ce n'est pas simplement prendre en considération les politiques publiques et les influencer, c'est que ces politiques publiques doivent être élaborées de manière différente. Et pour celles qui existent déjà, il faut les articuler. Et ça, c'est un point extrêmement important dans cet avis du CESE français. C'est que pour développer un projet français de justice climatique, il faut déjà s'appuyer sur l'existant des politiques actuelles. Et le constat qui est fait, c'est que ces politiques ne sont pas articulées. Vous avez d'un côté les politiques sociales, de l'autre les politiques environnementales, de l'autre les politiques économiques. Et si on décline chacune d'entre elles, vous allez avoir l'urbanisme d'un côté, les politiques de santé de l'autre, et la transition sociale encore envisagée différemment. Et l'approche du CESE, qui fait toute sa richesse, me semble-t-il, c'est qu'à la fois, il est mis en avant que la France dispose, tout comme on l'a vu pour l'Union européenne, de tous les instruments et de toutes les politiques pour faire un projet de justice climatique. Donc, il faut s'appuyer sur toutes ces politiques, et la France est et à un niveau très développé de mise en œuvre des politiques sociales, environnementales. Et donc, elle a déjà fait tout un parcours vers la justice climatique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la France est un territoire extrêmement diversifié. La France dispose de territoires d'outre-mer et positionnée de ce fait dans
les différentes régions du monde, et que donc, pour cela, elle se trouve dans une situation à la fois unique, finalement, par rapport aux enjeux de justice climatique, et une dimension favorable. Alors, unique parce que c'est la deuxième puissance maritime mondiale. En plus, par rapport aux résultats du Brexit, au sein de l'Union européenne, elle devient la première puissance maritime au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est un élément un petit peu stratégique, mais qui est important. Et puis, sa position dans les Outre-mer fait que, eh bien, elle expérimente par des territoires ultra vulnérables au changement climatique, eh bien, des situations extrêmes de changement climatique, et à la fois dans toute leur diversité et dans toute leur complexité. Puisque si vous prenez ne serait-ce que la Polynésie française, qui, en termes d'étendue de territoire, fait l'équivalent pratiquement du continent européen, avec une diversité de situations, d'exposition aux risques climatiques, les cyclones qui vont devenir plus intenses, notamment, eh bien, vous avez un pays, la France, qui a à la fois des instruments de politique publique extrêmement développés dans tous les compartiments, santé, éducation, recherche, développement économique, transition écologique, et qui en même temps dispose de territoires qui vont être exposés de manière extrêmement, j'allais dire violente, en tout cas importante, au changement climatique. Et donc, à la fois, on a un pays suffisamment structuré pour porter un projet de justice climatique, et en même temps, un pays qui dispose d'une multiplicité de territoires qui sont en première ligne du changement climatique, et qui vont constituer de sortes de véritables laboratoires de justice climatique. Parce que ces territoires ultramarins, en plus, cumulent les inégalités sociales ou à l'exposition aux risques climatiques. Donc, ça fait de la France une sorte de fer de lance d'un projet de justice climatique. Et enfin, dernière dimension qui est exposée ici, le droit à un environnement sain pour tous, en lien avec la charte constitutionnelle de l'environnement française, et bien sûr avec une tradition des droits de l'homme qui fait que, là encore, la France est à même de porter un projet de justice climatique extrêmement construit, non seulement au niveau de ses politiques publiques, non seulement au niveau de ses territoires, mais aussi au niveau de ses droits fondateurs, qui font qu'elle en est aussi une démocratie et engagée dans le respect des droits de l'homme et du droit à un environnement sain pour tous, évidemment corrélé aux droits humains. Et au-delà de cet objectif, eh bien, il faut prévoir une stratégie d'action pour faire face aux inégalités qui sont constatées. En effet, même limité à 2 degrés, le réchauffement aura des conséquences auxquelles notre société devra s'adapter, avec, en l'absence de mesures, le risque que ne se creusent les inégalités entre ceux qui disposent de moyens pour le faire et ceux qui n'en disposent pas. Ça, c'est un extrait de l'avis du CESE qui peut se résumer de la manière suivante. L'objectif central de la justice climatique est de tout faire pour que le réchauffement n'accroisse pas les inégalités. Donc là, on voit qu'on va plus loin encore dans le projet de justice climatique pour la France. On voit que non seulement donc,
l'État français a des politiques publiques dans tous les secteurs qui lui permettent d'envisager un projet spécifique de justice climatique. Non seulement il a la configuration géographique avec la diversité des territoires exposés au changement climatique, non seulement il a cette tradition démocratique en lien avec la défense des droits de l'homme et le droit à un environnement sain, mais il a une responsabilité de considérer les inégalités parce que pour construire le projet de l'État français, il faut assurer la cohésion nationale, lutter contre les inégalités, et ce projet de justice climatique, tel qu'il est exprimé par le CESE, vise à ne pas accroître les inégalités. Et ce qui est exprimé dans l'avis, c'est que si nous ne tenons pas compte des effets du cumul d'inégalités environnementales et sociales, à ce moment-là, nous allons avoir des risques pour la stabilité, finalement, de la société française. Et ça, c'est une dimension très forte de la vie du CESE français. Là, il est bien exprimé qu'il y aura des conséquences. Si nous n'anticipons pas sur ce cumul d'inégalités, c'est la société française, quelque part, qui est en danger. Et donc, on en arrive à toujours une certaine vision de la justice climatique qui va se décliner en un projet construit pour atteindre la justice climatique. Et donc, de ce point de vue-là, on se rend compte qu'il va falloir considérer les différents niveaux de justice climatique, et c'est là où le projet du CESE français est, il me semble, relativement innovant. Maintenant qu'on a compris que la France avait tous les instruments pour construire son propre projet de justice climatique, eh bien, on le décline par rapport à les instruments juridiques et les politiques publiques dont on dispose. Et il faut considérer à la fois la justice entre les individus, et ça relève évidemment des droits de l'homme, la justice entre les individus, c'est-à-dire que les inégalités environnementales et les inégalités sociales ne sont pas expérimentées de la même façon selon son niveau économique, finalement, son niveau d'accès à un certain nombre d'aménités environnementales selon sa capacité d'adaptation. Et c'est là où c'est très important, c'est que la justice entre les individus dans un projet de justice climatique, c'est considérer que les individus, à la fois, ne participent pas de la même manière au réchauffement climatique, et en même temps, n'ont pas les mêmes moyens de s'adapter aux effets du changement climatique. Sur cette question de justice entre les individus, le CESE fait un focus notamment, mais pas seulement, sur les inégalités femmes-hommes. Et le CESE réclame des études sur l'impact des changements climatiques sur la situation des femmes,
parce que des études internationales ont été menées donc ailleurs et elles ont établi que les femmes étaient particulièrement vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Elles avaient plus de difficultés à s'adapter, elles perdaient par exemple leur travail et avaient plus de mal à en retrouver parce qu'elles étaient déjà dans une situation économique et sociale de précarité. Donc, sans études précises sur cette question des inégalités femmes-hommes par rapport aux impacts du changement climatique, le CESE réclame des études sur cette question. Mais il y a aussi, évidemment, une justice entre des groupes d'individus qui peut se poser selon la diversité des territoires français. Ensuite, il y a la question de la justice entre les générations, et c'est un point fondamental aussi qui va guider les recommandations du CESE. C'est dans quelle mesure le déploiement des politiques, les choix des politiques publiques sont faits par rapport aux conséquences sur les générations à venir. Parce que un certain nombre d'instruments de protection de l'environnement, d'évaluation d'études d'impact environnemental sont faits à un temps T en considérant uniquement les impacts au temps actuel, mais sans considérer les conséquences sur le long terme. Et donc, il y a des recommandations pour tenir compte des impacts sur les futures générations, ce qui implique de construire aussi les politiques publiques de manière différente. La justice entre les États, c'est le niveau de justice sans doute le plus connu, parce que ça relève des négociations internationales souvent très médiatisées autour des COP climat, et puis autour des positions d'États développés, de pays en développement, de petits États insulaires, qui chacun défendent des critères d'appréciation des inégalités environnementales, qui chacun défendent selon leurs intérêts une certaine vision de la justice climatique, en définitive. Par exemple, l'Inde va considérer qu'il faut tenir compte du nombre d'individus sur un territoire et de rapporter le niveau d'émissions à chaque individu pour considérer les responsabilités en matière de changement climatique. D'autres États, comme les petits États insulaires, vont considérer la responsabilité historique des pays, en particulier développés dans les changements climatiques, et le fait qu'eux, ils sont particulièrement impactés alors qu'ils ne sont pas responsables. Les États-Unis vont pointer du doigt les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au temps T, comme la Chine, etc., etc. Donc, la question de la justice entre les États, elle est évidemment relative à la position des États dans les négociations internationales. Et je dirais que c'est un niveau de justice climatique qui est assez étudié. Mais dans le cas de l'avis français, c'est quelle position la France va-t-elle adopter dans les négociations internationales? Est-ce qu'elle va se retourner effectivement sur les autres États en disant « mais oui, mais je ne suis pas le principal pollueur », etc. Ou est-ce que la France va porter, par son comportement exemplaire en matière climatique, un projet ambitieux de lutte contre les changements climatiques sur le plan international? Et c'est effectivement le sens de l'avis du CESE, de défendre une France positionnée dans les relations internationales sur la redéfinition
du droit de l'investissement international en tenant compte des impacts sur les changements climatiques, sur une position ambitieuse de la France pour soutenir eh bien, la voix des scientifiques dans les négociations internationales et leur implication aussi pour guider les recommandations, et puis sur la dimension sécurité environnementale, c'est-à-dire le fait qu'il faut tenir compte que les perturbations climatiques génèrent des conflits et qu'il faut que la société internationale anticipe ces enjeux de sécurité environnementale. Et donc, dans cette dimension internationale, on voit un projet français de justice climatique entre les États. Alors, un autre niveau n'est pas vraiment exprimé dans la vie française et il concerne la justice entre les territoires. Il n'est pas exprimé en tant que tel, ce niveau infranational, mais on se rend compte qu'en portant très haut la situation particulière des territoires ultramarins, eh bien, il est tenu compte de la diversité de situations et qu'à partir de là, le projet français doit tenir compte de l'hypervulnérabilité, à la fois sous l'angle des risques climatiques et sous l'angle des inégalités sociales, des territoires ultramarins, des collectivités outre-mer. Et enfin, et ça c'est clairement présenté dans l'avis du CESE français, la justice pour la nature. Alors, ce niveau de justice pour la nature n'est pas développé en tant que tel par des recommandations précises, mais il est quand même important de souligner que cette dimension de la justice climatique est évoquée parce que c'est un rappel vers des conventions internationales antérieures que l'État français a ratifiées, la Convention sur la diversité biologique notamment, mais aussi d'autres instruments non contraignants comme la Charte mondiale de la nature de 1982 qui fait référence à la valeur intrinsèque des écosystèmes. Et il faut évidemment inscrire quand même la démarche d'une justice climatique en tenant compte de ce niveau de justice. Ça pose des questions de positionnement assez forts. Construire des politiques publiques qui aussi envisagent que on ne construit pas ces politiques uniquement dans une approche anthropocentrée ou utilitariste ou d'exploitation, et que se pose la question des équilibres écologiques, comme finalement c'est aussi exprimé dans la Convention sur la diversité biologique. Et donc c'est un niveau de justice qu'il faut considérer, même si dans le contexte français, c'est assez difficile parfois de l'expliquer, au moins il apparaît dans cet avis. Alors que la justice pour la nature, évidemment, renvoie à une certaine vision développée notamment par les pays d'Amérique latine et qui correspond plus finalement à l'approche des différentes cultures auxquelles se réfère le préambule de l'accord de Paris. Alors, les instruments maintenant de la justice climatique dont nous disposons vont se décliner sous l'angle de ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler le droit du climat, avec des accords internationaux, sous l'angle du droit de l'environnement, qui est évidemment national et européen et bien sûr international, et sous l'angle d'instruments d'adaptation au niveau local. Alors, ces instruments internationaux, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut simplement rappeler que l'accord de Paris, évidemment, est issu d'un ensemble, d'un parcours
du droit international de l'environnement, qui va de la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, en passant par la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone de 1985, et bien sûr la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992, protocole de Kyoto 1997, et bien sûr ensuite l'accord de Paris de 2015. Mais il faut effectivement rappeler ce cadrage international qui fait que dans la Convention cadre sur les changements climatiques de Rio 1992, on a l'objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc c'est bien le système climatique qui est considéré ici, et que la Convention reconnaît que le système climatique est une ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet de serre. Alors, bien sûr, l'accord de Paris prend le relais dans ce traité à vocation universelle, ambitieux, mais qui peut être dénoncé par toutes parties. Un accord qui est soutenu par la décision du 19 décembre 2015, mais il faut quand même rappeler que la forme conventionnelle de cet accord n'est pas une garantie de la qualité du contenu, et qu'on peut avoir des obligations assez atténuées. Par ailleurs, les principes de droit de l'environnement pour la justice climatique constituent des leviers importants qui vont d'ailleurs être utilisés qui vont être utilisés dans l'avis du CESE français, qui vont être rappelés et qui, au-delà du cas français, peuvent être évidemment utilisés à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Une particularité quand même au niveau national, c'est qu'il existe un principe de solidarité écologique reconnu dans la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité, un principe qui formellement n'est pas reconnu dans d'autres systèmes nationaux, alors que effectivement il repose aussi sur la reconnaissance de l'importance des processus écologiques essentiels qu'on trouve dans un certain nombre d'accords internationaux. Et puis, autre principe qu'on ne va pas retrouver partout, mais qu'on retrouve en droit français, c'est le principe de non-régression du droit de l'environnement. Alors, ces principes de droit de l'environnement sont importants. Ils constituent le ferment d'un projet de justice climatique à l'échelle nationale qui pourrait sans doute être transposé à l'échelle internationale. C'est un petit peu le début pour le principe de non-régression. Mais pour le moment, force est de constater que ces deux principes n'existent qu'à l'échelle nationale, mais qu'ils peuvent évidemment inspirer un projet de justice climatique beaucoup plus développé. Pourquoi ? Eh bien, parce que la solidarité écologique permet de considérer la responsabilité de nos comportements vis-à-vis de la nature et à l'égard des autres êtres vivants, en particulier les plus vulnérables au changement climatique, comme le rappelle l'avis du CESE français de 2016. Alors, si nous devons nous intéresser à la justice climatique en France, il est important de rappeler les graves conséquences des changements climatiques bien sûr la population française, d'abord sur la santé humaine, toujours marteler l'impact des changements climatiques sur la santé humaine, des impacts sur les territoires avec des risques climatiques en termes d'inondations,
d'événements violents extrêmes, d'incendies, et aussi leurs conséquences sur les secteurs d'activité, bien sûr l'agriculture, qui secteur auquel on pense immédiatement, mais aussi toutes les autres formes d'activité en lien avec le développement industriel, les technologies, les transports, etc. Alors l'avis français présente effectivement cette forme de cartographie de l'évolution de la situation, en expliquant qu'il y aura de moins en moins de précipitations en été, et donc on va vers le stress hydrique, donc des problèmes d'accès à l'eau, des ressources en eau qui vont diminuer avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre consommation, sur notre accès à l'eau, sur les méthodes de production, et puis le développement des feux de forêt, sur la question des migrations aussi, qui est évidemment un enjeu à ne pas négliger. Les risques caniculaires qui vont être récurrents, la question de l'élévation du niveau de la mer, toutes ces questions font que les conséquences des changements climatiques en France nécessitent d'être appréhendées à la fois de manière transversale, parce qu'ils sont liés les uns aux autres, et en même temps avec un haut niveau d'engagement par l'État français. Il faut donc considérer ce qu'est la justice climatique, non seulement sous l'angle de la production de gaz à effet de serre, donc de ce qui provoque le changement climatique, et de ce côté-là, l'avis français, finalement, sur la justice climatique n'est pas si développé, mais surtout sur l'adaptation, c'est-à-dire que les conséquences des changements climatiques sont déjà très engagées sur le territoire français. Et donc, il faut préparer dans le respect du droit à un environnement sain et dans la perspective de lutter contre les inégalités environnementales, donc des inégalités d'exposition au risque, des inégalités en matière de capacité d'adaptation aux conséquences de ces risques climatiques. Et effectivement, la problématique complexe de l'adaptation donne une autre perspective aux enjeux de justice climatique. Il faut donc déployer des politiques publiques à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, en termes d'aménagement du territoire, sous l'angle du schéma de cohérence écologique, sous l'angle de la santé, puisque les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, les allergies, les maladies mentales, etc., doivent être prises en considération dans les politiques publiques avec l'effet changement climatique, qui doit pleinement intégrer notre politique de santé. Et puis les enjeux de sécurité, se protéger des risques climatiques, on le voit, c'est un élément extrêmement fort du projet de justice climatique, et bien sûr l'adaptation de l'activité économique à une échelle locale. Alors, ça peut être évidemment sous l'angle de la transformation de l'activité viticole, par exemple, qui va être impactée, mais aussi tout un nombre de secteurs économiques importants. Alors, au niveau local, des études de plus en plus précises sont faites sur l'impact sur la santé au niveau des effets directs et indirects du changement climatique. Et c'est sûrement une des dimensions à la fois les plus évidentes de la justice climatique
et à la fois, quelque part, la moins développée. C'est tout un paradoxe. Il faut donc rappeler et étudier de plus en plus le lien entre santé et changement climatique. Alors, c'est fait notamment dans le rapport à Climatera Nouvelle-Aquitaine, qui est un rapport fait par un comité scientifique de la région Nouvelle-Aquitaine et dont le chapitre changement climatique santé a été coordonné par Madame Migeot et effectivement, les travaux qui ont été menés dans le cadre de ce rapport ont décliné tous les impacts, tous les effets directs et indirects du changement climatique sur la santé à l'échelle d'un territoire précis, qui est celui de la Nouvelle-Aquitaine. Et on voit bien ici un levier d'action pour réaliser la justice climatique à l'échelle locale. En conclusion, nous avons vu que la justice climatique n'est pas le contentieux climatique, c'est un projet de société qui peut se décliner à l'échelle internationale, auquel se réfère le préambule de l'accord de Paris, qui se décline à l'échelle européenne, mais qui peut évidemment concerner d'autres régions du monde. Mais le droit de l'Union européenne est particulièrement adapté pour développer un projet de justice climatique pour les États membres. Et on a vu que la France pouvait porter, parce qu'elle dispose des multiples conditions pour le faire, pouvait défendre aussi un projet de justice climatique pour ses citoyens, mais aussi pour l'international et porter un message plus large et ambitieux de justice climatique sur le plan international, surtout si elle a construit à son propre niveau un projet de justice climatique ambitieux, performant et efficace. Cela n'empêche bien sûr de considérer que des contentieux peuvent naître autour des questions climatiques et que c'est le cas, bien sûr, ce n'est pas l'objet ici de cette conférence, mais il y a toute une série de contentieux qui peuvent se dérouler en lien avec un projet de justice climatique et qu'il est tout à fait important de souligner que le contentieux climatique est en plein développement. Alors, parce que des citoyens remettent en question l'engagement des États et donc le non-respect des obligations des États en matière de protection du climat. Et puis, après, on voit le déploiement de stratégies contentieuses de victimes qui évoluent à l'échelle nationale avec une diversité de typologies de recours qui, évidemment, se présentent. Donc, cette question de la justice climatique peut aussi aller jusqu'à se décliner comme un droit d'accès à la justice au sens de l'institution judiciaire et qu'on peut aller effectivement peu à peu vers un véritable droit de la reconnexion, un droit qui permet de retrouver les dimensions éthiques, sociales, économiques, culturelles des relations de l'homme avec le milieu naturel et d'établir des liens entre les mécanismes et les régimes juridiques de protection de la nature. Les défis sociétaux produits par les changements climatiques conduisent à lutter contre la fragmentation du droit et agissent comme un révélateur des nouveaux intérêts de la nature. Je vous remercie.